Ils sont influenceurs, sportifs, gamers, pompiers, humoristes. Leur point commun, des rêves plein la tête et surtout une volonté de briser les idées reçues sur le handicap. Sur les réseaux sociaux, ils cumulent des milliers de likes et de commentaires. La recette de leur succès, nous leur avons posé la question. Bienvenue sur le podcast Influence-moi, signé handicap.fr et présenté par Clotilde Costil et Cassandre Rogeret. Mars 2020. Alors que l'annonce du premier confinement tombe, Noolito trompe l'ennui de plusieurs millions de personnes grâce à ses vidéos humoristiques sur TikTok. Le jeune homme, enfermé dans son studio de 16 mètres carrés avec sa chienne Pamela, enchaîne les challenges et les chorégraphies déguisées, perruque sur la tête et lunettes à strass sur les yeux. 2 ans plus tard, James, de son vrai nom, continue d'amuser la galerie et fidélise près de 5 millions d'abonnés qui suivent ses aventures carnavalesques et ses blagues aux accents du Sud. Pourtant, derrière ce sourire plein écran se cache une histoire tourmentée par les crises d'angoisse et l'agoraphobie. En octobre 2021, Noolito sort son premier livre, 28 ans d'angoisse. Il lève le voile sur ce trouble psychique qui lui a gâché la vie durant tant d'années, l'obligeant à vivre un confinement avant l'heure. Bonjour James, ou plutôt Noolito. Bonjour, quelle belle introduction. D'abord, pourquoi ce surnom ? Alors ça revient à très loin, c'était au tout début quand j'ai commencé les réseaux sociaux, on va dire à 3 ans. J'étais sur les réseaux sociaux mais sans y être, je regardais juste ce que faisaient mes amis, leurs stories et leurs publications. Et en fait, je voyais des influenceuses qui marchaient, mais je comprenais pas en fait ce qu'elles faisaient. Enfin, je comprenais pas le but, les outfits of today, of the day. Enfin, je sais plus trop comment ça s'appelle, les try-on haul, enfin, les trucs où elles montraient leurs habits. Et moi, je me suis dit, je vais faire un truc à l'opposé, où je vais, par exemple, proposer une mayonnaise. Enfin, un truc complètement opposé alors qu'elles étaient en train de proposer des habits. Et l'influenceuse la plus connue, à cette époque, c'était Noolita. Et du coup, je me suis dit, si je vais à contre-courant de ces filles-là, je vais m'appeler Noolito de manière humoristique. Pas non plus pour être méchant, mais c'était pour faire quelque chose d'opposé. Et en fait, c'est resté Noolito depuis le début du coup. Est-ce que tu as été en contact avec Noolita ? Est-ce que tu as pu échanger justement avec elle à ce sujet ? Non, pas vraiment. Je sais qu'à un moment donné, je lui ai demandé si elle voulait que je change de pseudo quand j'ai vu que je commençais à augmenter sur les réseaux sociaux, mais elle ne m'a pas répondu. Donc, du coup, non, on n'a pas de contact. Enfin, il n'y a aucun souci entre nous, je suppose, mais il n'y a pas de contact. En fait, on dirait bien que l'humour, dès le début, ça a été ta marque de fabrique. Oui, parce qu'en fait, mes amis, je leur faisais surtout, c'était à l'époque des snaps, je leur envoyais des petites vidéos et ils me disaient, mais vas-y, lance-toi sur Instagram, lance-toi parce que tu nous fais rire. Il y a moyen qu'il y a certaines personnes qui vont rigoler de ce que tu racontes. Ben, il m'arrive toujours des conneries dans la journée, des choses à raconter. Et quand je les raconte à mes amis, c'est toujours de manière drôle. Donc, enfin, je sais pas, c'est comme je suis. Et du coup, ils m'ont dit, mais vas-y, lance-toi parce que je suis sûre que les gens vont adorer en fait t'écouter. Et en fait, apparemment, ça a marché, on va dire. Ça a très très bien marché pendant le confinement, on le disait en introduction. Quelle est la vidéo ou la publication qui t'a fait décoller ? En fait, on va dire que j'avais déjà une base sur Instagram et YouTube et les vidéos qui avaient marché sur Instagram, je les repartageais sur TikTok parce que moi, il faut savoir que je suis pas du tout la génération TikTok. J'arrive sur mes 29 ans dans ce mois-ci, donc TikTok pour moi, j'y comprenais rien au début. Et du coup, j'ai repartagé mes vidéos YouTube sur TikTok et apparemment, ça a marché. Après, j'ai été malin, entre guillemets. J'ai repartagé les vidéos Instagram qui marchaient le plus. Donc, je me doutais que ça allait peut-être marcher sur TikTok. Et on va dire que la vidéo qui a buzzé sur TikTok, ça a été l'une des premières. C'était où j'avais mon plaid sur moi et je dis oh non il y a vol de merde et en faisant Harry Potter avec un stylo alors que c'était pour faire genre que c'était une baguette et à un moment donné en tombant sur le canapé sans faire exprès on voit marrer et je crois que c'est ça qui a marché quoi. Ok. Alors, tu es présent sur Instagram, YouTube et TikTok. Est-ce que ces plateformes ont été pour toi un moyen de renouer avec les liens sociaux ? Donc, on le disait en introduction, on va en parler un peu plus en détail par rapport à tes angoisses, en fait. Oui, parce que on va dire que ça m'a quand même sauvée. D'une part, parce que j'étais enfermée chez moi. Alors déjà, avant le confinement, tout ça, moi, j'étais déjà enfermée dû à mes crises d'angoisse. Donc, les confinements qui se sont succédés, pour moi,
il y avait aucun souci. Je les prenais avec plaisir vu que j'étais déjà habituée à être comme ça à la maison, à être enfermée, à ne pas sortir. Donc du coup, c'est vrai que grâce aux réseaux sociaux, je pouvais au moins m'évader. Ça me permettait même si j'étais enfermée chez moi, de me lever, d'avoir une raison, bon, on va pas dire de vivre, mais d'avoir une raison de me lever, de faire des TikTok, de faire des vidéos YouTube, de faire des vidéos, des stories sur Instagram, et ça me permettait d'échanger avec les personnes qui me suivent. Et puis par la suite, quand j'ai commencé à parler de mes crises d'angoisse, ça m'a permis de me sauver deuxièmement parce que j'ai commencé à me dire il faut que j'aille voir une psychologue, il faut que j'essaye de me traiter parce que je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul, qu'on était beaucoup. Beaucoup d'abonnés m'ont écrit, m'ont dit mais moi aussi je fais des crises d'angoisse et je me suis dit ok, tu n'es pas entre guillemets taré, c'est une maladie, c'est quelque chose voilà qu'on est beaucoup à avoir et bon les confinements n'ont pas aidé. Et du coup, grâce à eux, je me suis dit, ok, t'es pas tout seul, c'est pas une honte, tu peux aller voir une psychologue, vas-y, essaye de te soigner. Donc, voilà, ça a servi en 2 temps. Quand est-ce que tes crises d'angoisse ont commencé exactement et comment ça se manifestait? Alors, mes crises d'angoisse, en fait, au début, c'était pas vraiment des crises d'angoisse, mais c'était les prémices. Quand j'étais petit, par exemple, je me faisais vomir pour attirer l'attention. C'était pas de l'anorexie ou quoi, hein, c'était vraiment pour attirer l'attention. Après, j'ai fait des migraines. Enfin, vous voyez, il y a eu plusieurs choses qui sont enchaînées, mais les crises d'angoisse vraiment ont commencé au collège, où la première, c'était à la récréation. Et je me suis sentie, je sais pas, j'ai commencé à avoir le cœur qui palpitait, j'ai commencé à être comme si que j'étais dans une télé. C'est très difficile à expliquer, mais comme si que les gens étaient pas avec moi, que j'étais spectateur de la scène. Et ce jour-là, je me suis dit, ok, t'es fatiguée. Je me suis pas inquiétée. Je me suis même pas demandé ce que c'était. Et en fait, ça a recommencé au lycée. Et là, j'ai eu peur. Je me suis dit, oula. C'était assez violent. J'étais pas dans la récré. Enfin, j'étais pas à la récré. J'étais enfermée dans une classe et du coup, je pouvais pas en sortir. Le cœur qui palpite. Commence à me dire, mais tu vas tomber dans les pommes, tu vas mourir. Encore spectateur de la scène, à avoir l'impression d'être dans une télé, de voir les gens de l'autre côté de l'écran. Et ça a continué. En fait, le truc, c'est que j'ai moins fait de crises d'angoisse après, mais j'ai eu la peur de faire des crises d'angoisse. Donc, ça s'est transformé en une peur de faire une crise d'angoisse. Donc, j'étais en amont, moi. Vous voyez, c'était bien avant. J'en faisais plus, j'avais peur avant. Donc, au moins, ça s'arrêtait là, quoi. Et est-ce que tu as réussi à mettre le doigt sur l'élément déclencheur de ces crises? Il y a un peu de tout. C'est très long. C'est, on va dire, l'éducation aussi. Enfin, mes parents m'ont bien éduqué, hein, il y a aucun souci. Mais par exemple, ma mère était très stressée, avait de la spasmophilie. Mon père était aussi très stressé. Donc, évoluer dans une cellule comme ça, même s'il y avait beaucoup d'amour, hein, ça aide pas et les crises d'angoisse arrivent beaucoup plus facilement, quoi. Et tu as pu en parler avec tes parents librement de tout ça? Oui, 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 j'en ai parlé. Il y avait, je leur ai dit, et bon, ma mère m'a compris parce que elle en faisait déjà. Mon père, lui, bon, ben, m'a écouté, mais après, j'osais pas trop. Enfin, je leur en parlais, mais j'allais pas non plus dans les détails pour pas les inquiéter. Et en fait, comme j'avais l'impression d'être, je répète, hein, mais d'être taré, je me suis dit, mais ils vont se dire, qu'est-ce qu'il a, mon fils? Enfin, il a des gros problèmes psychologiques là. J'en faisais une montagne. Moi, pour moi, j'étais tout seul là-dedans et très peu de personnes en faisaient. Moi, ma mère, elle me disait ces crises de spasmophilie, c'était une de temps en temps. Elle prenait un verre d'eau, elle se calmait et ça passait. Moi, ça passait pas comme ça. J'avais peur, donc j'en faisais souvent, 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 jusqu'à ne plus sortir pour plus en faire, quoi. Donc voilà, ils ont vraiment compris quand j'ai commencé à aller voir ma psy. Là, je leur ai dit, j'ai commencé à leur expliquer vraiment, et mon père m'a dit ah oui, ça allait jusqu'à là. T'allais plus au Intermarché, t'avais peur. Je lui dis, j'avais peur voilà de faire la queue au Intermarché à la caisse parce que peur de faire une crise d'angoisse. Donc il m'a dit ah oui, c'était très poussé. Il s'imaginait pas que ça allait jusqu'à là, quoi. C'est intéressant ce que tu dis quand tu répètes j'avais peur d'être taré. Il y a cette finalement cette psychophobie entre guillemets d'avoir Mm. peur d'être fou qui est répandue aujourd'hui dans notre société. Et comment tu l'expliques? Est-ce que le regard des autres a aussi beaucoup compté dans cette crainte d'avoir des troubles psychiques? Déjà, c'est un sujet tabou. Enfin, je trouve. Bon, là, ça commence à aller mieux, on commence à en parler plus facilement. Mais je sais quand j'ai commencé mes crises d'angoisse il y a plus de 10 ans,
personne n'en parlait. Bon, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés que maintenant. On n'était qu'à l'époque de Facebook. Ça remonte, hein. Oh là là. Mais voilà, on en parlait très peu et du coup, on se sentait seul. Donc en fait, moi, le regard des autres, en plus de me dire, je me sens seule, personne ne fait des crises d'angoisse, il n'y a que moi. Ou alors j'allais sur des forums où c'était des gens qui faisaient des grosses crises d'angoisse mais qui s'en sortaient pas. Donc il n'y avait pas de solution. Je trouvais pas de solution sur Internet. Et puis le regard des autres. Alors, j'ai pas eu. Enfin, oui, le regard des autres a toujours été important dans ma vie, mais par rapport à mes amis, c'était plus où je me disais, je vais être handicapant. Si je commence à leur parler de ça, de leur dire non, je peux pas aller au restaurant parce que je fais une crise d'angoisse. Donc au début, je mentais, je disais juste, oh, j'ai pas envie d'y aller. Voilà, j'essaie de trouver une excuse parce que en fait, c'est pas que j'avais peur qu'ils me jugeaient, mais je me suis dit, je vais être un poids, je vais être un handicap dans leur vie. Donc, ouais, on va dire que oui, le regard des autres quand même, oui, ça a été important aussi. Il y a une phrase de Sartre qui dit « L'enfer, c'est les autres ». Est-ce que pour toi, c'était un petit peu le cas ? Oui, mais clairement parce que mes crises d'angoisse se sont transformées en agoraphobie et phobie sociale. Parce que, comme j'avais peur de faire des crises d'angoisse, je sortais de moins en moins, donc je voyais de moins en moins de personnes. J'avais peur que si je sors c'était même plus peur de faire une crise d'angoisse, c'était peur que les gens voient que je suis en train de faire une crise d'angoisse. Donc par exemple dans le tram, je le prenais plus. Je me suis dit, imagine, tu fais une crise d'angoisse, tu tombes dans les pommes, mais qu'est-ce que vont dire les gens qui sont là? Imaginez, ils allaient me regarder, me pointer du doigt et dire, oh là là, il fait une crise d'angoisse, que lui arrive-t-il? Enfin, je suis vraiment rentrée dans une psychose et je me suis enfermée là-dedans, quoi. Donc oui, ça a été l'enfer parce que s'il y avait personne dans le monde, enfin je veux pas dire que je voudrais supprimer 7 milliards de personnes, mais j'aurais pu prendre le tram, j'aurais pu faire tout ce qu'on peut faire maintenant, quoi. Je l'aurais fait plus facilement vu qu'il y avait personne et personne n'aurait pu me juger et me voir faire une crise d'angoisse. C'était quoi concrètement ton quotidien justement avec tes crises d'angoisse? Comment ça se manifestait? C'est très drôle parce que la question, je peux pas répondre que vu que j'étais enfermée tout le temps, je faisais plus de crise d'angoisse. Du coup, j'ai fait tout en sorte pour éviter. Donc mes journées typiques, c'était par exemple si je devais aller faire des courses à une supérette, j'y allais tôt le matin. Alors, je me levais plus tôt, par exemple, même si je voulais me lever à 10h, non, je me levais à 7h pour y aller, on va dire à 7h30, 8h, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Donc au moins voilà, ça m'évitait la queue, donc au moins pas de stress. Ensuite, je restais enfermée chez moi, ou une amie venait, ou j'allais chez elle, mais voilà, pas plus, j'allais pas au resto, pas au bar. Le cinéma à des heures tardives ou des séances où par exemple si j'adore un film, si j'adorais un film et que j'avais envie de le voir, on va dire que il fallait attendre 2-3 semaines après sa sortie parce qu'au moins il y avait moins de personnes. Enfin, tout était calculé en fait, hein. Vraiment, je me rends compte. Mais pour moi, c'était normal. À cette époque, je trouvais ça tout à fait normal. Ma vie était habituée comme ça depuis plus de 10 ans. Bon, ça s'est accentué d'année en année, donc plus ça va, moins je faisais de choses. Mais c'était petit à petit. Donc pour moi, c'était une vie normale. C'était comme ça. Bon, je me rends compte que c'était pas vivable maintenant, quoi. Mais il y a plein d'autres détails, hein. Je pourrais en sortir d'autres, mais là, c'est les principales qui me viennent. Aujourd'hui, tu en fais encore des crises d'angoisse? Est-ce que tu continues aussi à aller voir un thérapeute? Alors oui, je continue à voir ma psychologue. Là, c'est plus sur l'abandon, la dépendance affective, moins sur les crises d'angoisse parce que c'est quasiment traité on va dire, à 90%. Les 10 autres pourcents, c'est à moi de travailler dessus et en fait, ça se fait tout seul. Par exemple, je me suis pas dit, là, il va falloir que je fasse l'effort d'aller au restaurant, il va falloir que je fasse l'effort. Ça se fait automatiquement, ça se fait petit à petit. Je suis allée au Mexique, j'étais dans un bar, j'étais dans une boîte, j'étais au restaurant. Voilà. Donc, c'est vraiment petit à petit. Donc, comme m'a dit ma psychologue, je serai là si jamais il y a des zones de stress et de crise d'angoisse, vous me dites. Mais pour l'instant, on va essayer de traiter la dépendance affective à l'abandon. Donc, c'est déjà qu'il y a une grosse évolution, c'est que je n'ai plus besoin de faire de MDR, la thérapie que je fais avec ma psychologue sur les crises d'angoisse. Concrètement, là, t'en fais plus de crises d'angoisse alors pour Non, j'en fais quasi plus. Après, il y a encore des choses qui me retiennent. Par exemple, je suis allée au restaurant au Mexique ou en boîte. En France, je sais pas je me faudrait un peu plus de temps parce que on me reconnaît. Alors c'est pas parce que les gens, enfin, on va dire qu'au Mexique ou quoi, je savais que personne ne me regardait au restaurant. Alors que je sais que là, bon, je suis pas Madonna ou Ariana Grande. Ça dépend de la génération. On va dire Madonna et Ariana Grande. On va prendre deux fossés. Ouais, boîte, par exemple, je sais que aller en boîte de nuit, je serai pas totalement moi-même parce que je sais qu'on va me reconnaître, on va venir me parler et je sais que voilà, c'est encore un chemin. Le regard des autres importe encore un peu, mais non, je fais plus de crise d'angoisse. Je vais faire mes courses, je m'en fous, je réfléchis plus. Là, je vais prendre l'avion la semaine prochaine
je réfléchis pas, je m'inquiète pas. J'ai eu un événement avec mon agence Point d'orgue et j'ai pas stressé. J'étais très contente de découvrir du monde, de découvrir le monde tout simplement. Tu disais que la thérapie EMDR t'avait aidé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette thérapie? Alors, je vais essayer, hein, mais je vais essayer avec mes C'est mots, assez mais c'est complexe, c'est oh vraiment. là là, c'est Vulgarise complexe. autant que tu peux. Ah, je vais vulgariser, hein. Mais en fait, comment dire, le MDR, ça on va essayer de. Il y a des événements qui sont marquants dans nos vies, petits, gros, enfin ça dépend l'événement, hein, mais ça peut marquer. Moi, par exemple, imaginons, je parlais au tout début que je me faisais vomir quand j'étais petit. J'avais une image où je me voyais vomir parce que toute ma famille regardait le foot et en fait, je parlais, personne ne m'écoutait. Tout simplement, ils étaient concentrés. Je pense que c'était 98 la Coupe du Monde, donc je les comprends parfaitement. Mais du coup, je suis allée dans ma chambre et je me suis fait vomir parce que je me sentais mais rejetée. Et en fait, cette image de rejet, pour moi, là, j'avais pas l'impression qu'elle me marquait, mais en fait, elle avait été marquante et jusqu'à mes 28 ans, elle était encore marquante, apparemment, dans mon cerveau. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu cette image. Ma psychologue m'a dit, vous vous concentrez sur cette image. Et il faut savoir en fait que le MDR, il y a, bon, moi je fais deux choses avec elle, ça dépend si j'ai mes lentilles ou pas, parce que bon, c'est un problème pour les lentilles des yeux. J'explique. En fait, il faut suivre son doigt avec les yeux et ça va reproduire, je sais pas si c'est le sommeil, un des sommeils, je sais pas, il y a plusieurs sommeils. Quand on dort, il y a le sommeil paradoxal, sommeil, j'en sais rien profond, bref. Et en fait, en suivant son doigt, ça va reproduire ce moment-là de sommeil. Ou alors, ça peut être un tapotement sur les genoux. Donc voilà, si on a des lentilles, c'est tapotement sur les genoux. Si on n'a pas des lentilles sur les yeux, c'est suivre les doigts. Et du coup, en fait, moi, au début, je suis très terre à terre. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va être de la magie? Moi, j'y crois pas. Qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, si, ça marche. J'ai suivi ses doigts et en fait, en restant concentrée sur cette image de moi en train de me faire vomir parce que je me sentais à part et que en fait les gens, ma famille me rejetait. Et en fait, j'ai commencé à avoir mal au ventre, comme une envie de vomir. C'est revenu, la sensation est revenue. Et puis après, des images ont découlé. Des images, pourquoi, je sais plus trop là. Hein, c'était au tout début, ça m'est peut-être parce que je voyais ma famille, je grossissais ça en mode, ils sont vraiment en train de me rejeter. Et en fait, je me rendais compte que c'était vraiment une peur qui était restée en moi. Et d'image en image, on essaye de rendre l'image de base où je me fais vomir parce que je me sens rejetée, une image toute simple, alors pas qui disparaît de ma tête, je la vois toujours, mais qui ne me fait plus rien maintenant et qui est dédramatisée. Voilà, c'est le terme. Une thérapie de désensibilisation des traumatismes, c'est ça en fait Ouais, je pense qui consiste à te que faire revivre un moment assez traumatisant pour pouvoir justement passer à autre chose. on pourrait décrire ça comme ça. Et du coup, oui, ça m'aide énormément parce que, ouais. Et c'est ce qui, pour ceux qui, les rescapés du Bataclan, il y en a beaucoup qui ont eu le MDR comme thérapie et apparemment, elle a aussi fait ses preuves. Alors aujourd'hui, tu as 5 millions d'abonnés sur TikTok. Est-ce que c'est pas justement un peu paradoxal pour quelqu'un qui souffrait d'agoraphobie? Est-ce que c'est pas une nouvelle source d'angoisse pour toi? Non, c'est pas du tout une source d'angoisse parce que déjà sur les réseaux sociaux pour moi c'est que des chiffres. Alors quand je vois mes abonnés dans la rue là, je vois qu'ils existent et c'est un bonheur. Je me sens pas du tout enfermée ou quoi. Ça, j'étais déjà angoissée avant, ça n'a pas rajouté. Parce que quand je vois les personnes dans la rue qui viennent me demander des photos, discuter avec moi, c'est pas comme si que j'étais enfermée pendant 2 heures et que je ne pouvais pas sortir du moment. Je les vois, on discute, on prend une photo et c'est adorable et puis c'est que de l'amour. Je touche du bois, j'ai quasiment que de l'amour sur les réseaux sociaux. Donc non, on peut pas dire que ça m'a pas enfoncé dans mes crises d'angoisse et j'en tire que du positif et je suis très content. Voilà, c'est après bon, j'habite dans ma campagne, donc dans une campagne profonde, donc je vois pas non plus 10 000 personnes qui viennent en attroupement me voir, donc c'est pas non plus stressant. Et à quel moment tu as ressenti le besoin, toi, d'en parler sur les réseaux sociaux, justement, de ces crises d'angoisse et quelles ont été les réactions de tes abonnés? Alors, je crois que j'en ai parlé. Oui, c'était sur le nom, mais je crois pas, je suis sûre. C'était une vidéo YouTube et j'avais peur. J'avais énormément peur. Je me suis dit, mais je crois, de souvenir, hein, je crois même que j'avais eu, je sais pas si j'ai pleuré les larmes aux yeux dans ma vidéo YouTube, parce que j'en parlais, ça a été libérateur, mais en même temps, je me suis dit, est-ce que les gens vont me comprendre? Est-ce qu'ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont se dire? Je me suis posé la question parce que c'était pour moi tabou ce sujet. Et en fait, quand j'en ai parlé, c'est là où j'ai eu énormément de retours. On m'a envoyé des messages pour dire mais moi aussi je suis la même chose que toi. Euh, on se soutient. Enfin, genre, je me sens moins seule. Plein de gens en fait. Je me suis dit waouh. Enfin, les gens se sentent moins seuls en écoutant mon histoire, mais en même temps moi aussi, grâce à eux, je me sens moins seule en fait. Et ça a été hyper libérateur. Et à partir de là, je me suis dit ok.
il faut en parler et il faut en parler. Et du coup, j'en ai parlé plus facilement. J'ai commencé à dire, oh, je vais voir ma psy demain. Il y en avait qui m'envoyaient des messages qui me disaient, mais toi, tu dis qu'il dois avoir une psy comme si tu allais chercher une baguette de pain à la boulangerie, il n'y a aucune honte. Je dis, bah oui, enfin, on va chez le docteur quand on a, je sais pas, la grippe, ben on va, quand on a un mot physique, bah quand on a un mal physique, en français, mais quand on a un mal psychique, on peut aller voir une psychologue. Voilà, c'est pareil. On peut se soigner, on peut s'aider, enfin se faire aider. Et il y a aucune honte à ça. Donc bon, il y a 2 jours, j'ai été chez la psychologue et je l'ai dit en story. C'est super quoi d'en parler. Il faut en parler. Donc pour toi, les réseaux sociaux, ça a aussi été un exutoire et un terrain de sensibilisation notoire. Voilà, un exutoire, un terrain de sensibilisation notoire et aussi un cheminement pour aller de mieux en mieux parce que après j'ai sorti mon livre, j'ai commencé à faire des interviews et ça les interviews j'aurais été incapable avant et j'ai commencé à prendre confiance en moi, pouvoir refaire des interviews face caméra, à discuter, à échanger et du coup ça m'a permis de prendre confiance en moi et depuis la sortie de ce livre, du coup si j'aurais jamais sorti ce livre si j'avais pas eu mes abonnés, si j'avais pas eu mes réseaux sociaux, depuis la sortie de ce livre, ça a drastiquement changé ma vie parce que j'ai commencé à plus sortir, à voilà, faire des interviews, aller sur Paris, alors j'étais incapable avant. Tu parles de cheminement. Est-ce que tu as eu des retours d'abonnés qui t'ont dit bah merci à toi, merci pour ton témoignage parce que grâce à ça, j'ai pu franchir le seuil d'un cabinet de psychologue ou de Oui, psychiatre. alors j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit j'ai sauté le pas. J'ai une personne qui est revenue quelques semaines après qui m'a dit j'en suis à ma 3e séance et je te remercierai jamais assez. Et ça, bref, c'est hyper émouvant. Enfin, j'ai eu d'autres messages aussi. On m'a dit mais je te remercie parce que bah j'essaie de me soigner, j'essaie d'aller mieux. C'est pas une honte et c'est super que tu nous dis c'est pas une honte parce que moi j'avais peur de le dire à mes parents, j'avais peur de le dire à mes amis et je me dis waouh. Enfin, je suis très contente d'être sur les réseaux sociaux, de faire rire les gens. Enfin, tant mieux si je peux les divertir, mais aussi de voir que j'ai pu peut-être, je sais pas combien de personnes, je dis pas 3 millions non plus, mais peut-être aider des personnes à vouloir se faire soigner, ne pas avoir honte de ce qu'ils sont. Et c'est super. Moi, ça me touche. Et toi, au final, t'aurais aimé peut-être, quand t'étais jeune, quand t'as ressenti toutes ces crises d'angoisse, que tu t'es sentie seule, avoir un Noolito sous la main sur les réseaux sociaux qui pouvait te pousser justement à aller voir un psychologue et à en parler sans crainte. Ah oui, oui, j'aurais aimé parce que je me suis pas retrouvée dans une célébrité ou un influenceur ou quoi. Je me retrouvais pas parce que j'avais pas l'impression que quelqu'un, enfin, je veux pas dire que je défends cette cause, j'aurais pas cette prétention-là, mais j'arrivais pas à trouver un mentor, enfin, quelqu'un qui pouvait me dire, OK, on peut s'en sortir. Non, vraiment, j'étais tout seul dans ma bulle. Mais on est de plus en plus, je crois bien qu'on parle de plus en plus maintenant sur les réseaux sociaux de la santé mentale et c'est super. Alors aujourd'hui, tu te déguises, tu fais des unboxings rocambolesques où tu filmes tes perles du quotidien pour amuser la galerie. Pourquoi aimes-tu autant te travestir entre guillemets et aussi ces jouets que tu testes, comment t'es venue l'idée? Mais j'adore en fait me déguiser, mais que ce soit en mafioso, en lapine sexy de Pâques. J'ai pas du tout une envie d'être une femme, mais j'adore me déguiser en femme, j'adore me déguiser enfin en tout, enfin en animal, en tout. Je sais pas, c'est mon côté ouais un peu foufou qui voilà des fois je pète des plombs et j'adore. Enfin moi ça me fait délirer de me déguiser en panthère. Enfin je sais pas, en fait des fois, je me suffis à moi-même. J'arrive à rigoler de moi-même, enfin, tellement que je suis ravagée. Je pense qu'il doit y avoir plusieurs personnes dans ma tête, plusieurs voix. On est dans le Mais sujet, c'est bien. voilà, je sais pas d'où ça vient. Bon, ma mère aussi, elle est quand même très très hautement ravagée. Alors justement, tu parlais de ta maman, dans pas mal de tes vidéos, elle y apparaît, pourquoi la mettre en scène? Et comment vit-elle sa notoriété? Alors, au début, c'était juste en story. Je filmais quand on habitait ensemble. Et des fois, elle apparaissait en story, elle disait des conneries. Et les gens disaient, ah, mais elle est trop drôle, ta mère. Donc, je me suis dit, bon, ben allez, si elle a envie d'être présente. Donc, elle avait envie d'être présente. Enfin, ça la dérangeait pas. Elle m'a dit, oh, si tu veux. Elle est ravagée. Donc, elle me dit, oh, vas-y, on y va. Donc, voilà, des fois, je la pranquais aussi au début. Et puis, bon, ça la dérangeait pas du tout. J'ai quand même demandé l'autorisation. Et au début, il n'y avait pas beaucoup d'abonnés. Donc voilà, mais elle s'en est foutue parce qu'elle mène une vie très, comme moi, campagnarde. Elle doit croiser un abonné dans le mois qui va la reconnaître, quand elle va faire ses courses, je pense. Mais sinon, voilà, sa vie n'a pas changé tant que ça. Et ça a l'air de lui plaire parce qu'elle a son petit TikTok. Je crois qu'elle a 800 000 abonnés sur TikTok. Donc Ah oui, ouais, d'accord.
Elle mène sa petite vie, elle fait ses petits TikTok, ses petits Instagram de son côté. Et puis, ça a l'air de lui plaire. Et elle aussi, elle est très, elle reste beaucoup chez elle. Donc, je pense que ça lui fait du bien un peu de s'évader de son côté. Donc l'humour, c'est une affaire de famille, en fait, chez vous. Oui, oui, oui. Ouais. Est-ce que ça t'aide, toi, justement, à transcender tes angoisses, le fait de se... C'est ce que j'allais rebondir. Enfin, grâce à l'humour, même quand j'étais triste, ça me permettait au moins de, voilà, enfin, des moments j'étais triste avec mes crises d'angoisse, je me levais le matin, j'avais pas envie, et je me forçais, on va dire, à faire les trucs sur les réseaux sociaux, mais en fait, à me forcer au début. Bah après, je rigolais et en fait, j'avais la pêche pour la journée. J'étais ouais, j'ai fait mes petits trucs, j'avais fait mon unboxing de Barbie ou je sais pas quoi. Et en fait, finalement, ça me réjouissait. J'étais tout joyeux toute la journée. Donc, grâce à, je pense à ce côté-là un peu drôle et tout, ça m'a permis moi aussi voilà, j'ai pu faire rire les gens, disons, mais moi aussi, ça m'a permis de sortir de cette tristesse, disons. C'est du gagnant-gagnant. Voilà, Et exactement. justement, ces mini-scénettes, est-ce qu'elles sont préparées à chaque fois ou est-ce que c'est de la totale improvisation aussi? Non, 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 elles sont pas préparées. J'achète les choses, donc je sais, par exemple, tel jour, ce que je vais faire. Mais par contre, quand je déballe, il y a rien de préparé. Je déballe le truc et on voit quelle connerie va sortir de ma bouche, quoi. En fait, j'ai une âme d'enfant, des fois une âme d'adulte. Quand j'étais petit, alors je vais pas dire, mon père est soudeur, ma mère était femme de ménage, donc technicienne de surface maintenant. Mais du coup, j'étais pas d'une famille, on va dire riche, donc j'avais pas tous les jouets que je voulais. Et en fait, il y avait des jouets où j'étais jaloux. Je disais, moi, je veux tester ça, je veux tester ce truc. Et maintenant, je peux les tester. J'ai les moyens de pouvoir les tester. Donc, du coup, je suis content. Et même si je joue pas avec ma Barbie tout seul de mon côté, hein, c'est juste pour des unboxings, mais je trouve ça drôle de découvrir ces choses-là. Et c'est toujours dans le fun parce que je sais que ça divertit les gens, ça me fait rire aussi. Peut-être que j'évoluerai sur d'autres choses plus tard, mais pour l'instant, ça me plaît. Pourquoi avoir décidé d'aller plus loin en écrivant un livre? Au début, c'était pas censé être vraiment, mais pas du tout censé être un livre. J'avais commencé en novembre, alors c'était en 2020, novembre 2020, à écrire et j'avais dit en story, je crois que j'étais même émue parce que je dis, franchement, si vous avez du mal à verbaliser, écrivez. Écrivez, ça fait tellement du bien. Et je disais ça en story, que j'écrivais sur mes crises d'angoisse et que j'en avais parlé à la psy. La psy m'avait dit, c'est super bien, ça peut vous permettre de vous comprendre, de mieux vous comprendre. Et du coup, j'ai continué et j'en parlais en story. Et en fait, des maisons d'édition m'ont contacté pour me dire, mais ton livre peut-être, enfin ton journal intime, peut-être pourrait plaire et pourrait servir une plus grande cause que toi uniquement. Et en fait, je me suis posé la question, je réfléchis, je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, ça en est devenu un livre. Mais à la base, je me suis pas dit, vas-y, on va écrire un livre sur les crises d'angoisse. Pas du tout. Et est-ce que tu as eu l'aide de quelqu'un pour écrire ce livre ou tu l'as vraiment écrit seul? Alors moi, je l'ai écrit le contenu de A à Z. Après, bien entendu, j'ai une correctrice qui m'a aiguillée, qui m'a dit ça. Il y a déjà les fautes, hein, corriger les fautes. Donc, qui m'a un peu aiguillée, qui m'a dit ça. Tu peux peut-être plus en parler. Peut-être que c'est mieux d'en parler plus profondément. D'autres, ça, c'est un peu trop de détails. Mais sinon, j'ai écrit mon livre de A à Z. Je veux dire, le contenu, c'est de moi. D'accord, parce que souvent les influenceurs, se vantent d'avoir écrit un livre, mais en fait, on se rend compte que voilà, ils ont eu l'aide d'un journaliste ou d'un auteur pour écrire. Non, Bien. non, vraiment. En plus, je pense pas parce que ceux qui ont lu mon livre, ceux qui sont pas abonnés vont pas me dire oui, il a raison. Mais ceux qui sont abonnés à moi, je pense que les trois quarts m'ont dit quand on lit ton livre, on lit avec ta voix. Enfin, tes phrases, tes expressions, on voit que c'est toi, quoi. Donc, je pense que ça prouve bien que c'est moi qui ai écrit ce livre. Alors, si on devait retenir une seule phrase de ton livre, ça serait probablement celle-ci, James aime James. Qu'est-ce que ça signifie au juste? C'est très drôle parce que quand tu as commencé à dire ça, je me suis dit, est-ce qu'elle va me demander la phrase qui devrait en sortir? Et j'allais dire, j'aime, ça me j'aime. Donc c'est bon, c'est la phrase qu'il fallait le plus retenir. On est synchro. Ça signifie déjà beaucoup d'émotions parce que quand je l'ai écrit, oula, que j'ai pleuré en l'écrivant. Mais c'était mon père au téléphone qui m'avait dit, n'oublie pas James, aime James. N'oublie pas ça, que tu dois t'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. Et c'est très vrai. Parce que si on s'aime pas, en fait, c'est tout simple. C'est même pas, tu dois t'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. C'est que si tu t'aimes pas, comment tu arriveras à aimer les autres? Et c'est pour moi une philosophie de vie maintenant de me dire qu'il faut faire attention à soi et ne pas s'oublier. Il faut se chérir. C'est pas égoïste. C'est pas du tout égoïste. Il faut penser à soi à des moments. Par exemple, de me faire aider. Je pensais à plein d'autres choses, mais pas à moi. Et en fait, de faire ça,
tu te soignes et après tu peux aider d'autres personnes, tu peux vivre la vie, être beaucoup plus heureux, vivre de bons moments avec les gens. Et le départ, c'est nous-mêmes. En fait, on sent tout le travail de prise de confiance que tu as fait. Et voilà, cette phrase, hein, c'est un peu l'aboutissement du travail que tu as fait pour prendre confiance en toi. Ça, c'est une problématique que de nombreuses personnes rencontrent aujourd'hui, apparemment, a fortiori en France. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu dirais que tu as réussi à prendre confiance en toi et combien de temps ça t'a pris? Enfin, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce manque de confiance? Alors, j'ai pris confiance en moi petit à petit. Alors, c'est pas totalement, hein, on passe pas du coq à l'âne en l'affaire de quelques mois, mais j'ai commencé à prendre confiance en moi. Par exemple, les interviews, à répondre aux questions. Au début, j'avais un peu peur. Maintenant, je me dis, hop, de prendre confiance. Et en fait, c'est surtout de commencer à avoir un peu plus d'estime envers moi et de me dire que mon avis compte. Ma façon de penser aussi compte. Tant mieux si je plais à certaines personnes. On peut pas plaire à tout le monde. Alors qu'avant, je voulais plaire à tout le monde. Enfin, si j'avais besoin, j'avais pas confiance. Donc je me dis, il faut que les gens m'aiment. Enfin, et maintenant, en fait, je vis pour moi. Même si je mets pas de côté mes amis, ma famille et tout, mais voilà, c'est passé d'abord par moi-même, à essayer de me retrouver, de me recentrer sur moi-même. Il y a eu des moments où là, bon, c'est plus les crises d'angoisse, mais où je me concentrais sur des hommes qui sont passés dans ma vie, où j'étais trop sur eux, à être triste, à penser qu'à eux, et je me suis perdue. En fait, à me recentrer sur moi-même, de me dire, ok, tu as ta place sur cette terre, tu comptes. Et en fait, en pensant comme ça de moi, j'ai commencé à prendre confiance dans la société, disons. Ouais, tu acceptes aussi d'avoir des moments de down. Enfin, tout n'est pas toujours Ah oui, oui, rose. oui, oui. Et justement, en préparant cette interview, en regardant pas mal de tes vidéos, moi, j'ai retenu une phrase, une citation, c'est celle-ci: «C'est souvent les personnes les plus joyeuses qui cachent le plus de mal-être». Est-ce que ce n'est pas paradoxal pour toi de te montrer sous un jour festif, en te déguisant, voilà, en faisant des blagues sur les réseaux sociaux, tout en vivant intérieurement un mal-être? Mais en fait, c'est une carapace. Mais moi, c'est comme j'avais vu ça avec Florence Foresti qui expliquait, ben on voit, elle est comédienne, elle fait des one-woman shows, et pourtant, elle est suivie par une psychologue, elle s'en cache pas depuis tellement d'années. Et en fait, je pense que c'est une forme de carapace. Chacun a sa carapace. Moi, ça a été d'être joyeux, de montrer ce côté-là. Alors, c'est pas un côté faux, hein. Je suis comme ça dans la vie. À un moment donné, je suis complètement tarée. Et des moments où je suis très calme, comme là, pendant ce podcast. Il y a des moments où je pète des plombs, et voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même une carapace, et ça m'a permis de me protéger. Et c'est vrai que les gens ne s'en doutaient pas à la base, hein, en voyant que j'étais tout le temps joyeux, parce que j'avais pas envie de montrer mon côté où, des fois, ça allait pas et je pleurais et j'étais pas heureux. Donc, ouais, c'est une forme de carapace. Il y en a beaucoup, hein. J'ai pu parler avec d'autres influenceurs qui m'ont dit que aussi, je vois que, alors ils n'ont pas fait des crises d'angoisse, mais nos chemins se rapprochent sur le fait que ça nous a permis en fait de nous évader, de nous sortir de notre tristesse, disons. Est-ce que c'est pas un petit peu la méthode Coué aussi de te rappeler quotidiennement que tu peux être heureux, tu as le droit au bonheur, tu peux t'aimer? Oui, voilà, de se rappeler ça, même si tout n'est pas rose. Je suis pas en train de dire que ça y est, je suis sortie de mes crises d'angoisse et tous les jours je suis là, ouh, bonheur, pompélope, la tulipe dans le cul, et je me promène dans le jardin. Pas du tout, pas du tout. Il y a des moments où je suis pas bien, il y a des moments où je suis triste, il y a des moments où je me pose 10 000 questions, mais voilà, ça dure moins longtemps parce que en prenant confiance, en prenant conscience surtout de qui je suis, de mon importance, ça dure moins longtemps. Avant-hier, je crois que j'étais un peu down une matinée, alors je me suis dit c'est bon ça, et voilà, je suis passée à autre chose et ça va mieux. Mais bon, tout n'est pas rose non plus. Mais mon deuxième livre que je suis en train d'écrire, c'est pas du tout des livres où genre comment on dit, pas de confiance, mais les livres où développement personnel, où on se lève le matin, on se dit, on claque des doigts, on se dit devant la vitre je t'aime, et hop, au bout de 10 fois, tu dis 10 jours ça, je t'aime devant le miroir, et hop, ta vie va changer. Pas du tout. Moi, je pense que c'est un chemin à faire et chacun le fait à sa manière, avec comme il peut, chacun à son rythme. Mais voilà, enfin, mon livre, c'est juste pour dire, on peut s'en sortir. Il y a du chemin, il y a des moments de down, il y a des moments où on est heureux, mais voilà, on n'est pas tout seul. C'est vraiment ça, c'est plus pour dire, on n'est pas tout seul, et essayons de nous en sortir comme on peut, quoi, à notre rythme. Ça peut paraître anecdotique, presque banal, hein, de dire que voilà, il y a des moments de down et que t'es pas toujours tout feu tout flamme comme tu disais, mais c'est vrai que c'est important, je pense, de le rappeler aujourd'hui, surtout avec
l'emprise qu'ont les réseaux sociaux sur les jeunes et on voit souvent que voilà, les jeunes pensent que sur les réseaux, tout va bien, on montre que le bon côté, donc tout le monde est heureux, pourquoi moi je le suis pas? Donc je pense que c'est important aussi de rappeler le fait que les réseaux sociaux ne reflètent pas forcément l'image parfaite de la vie de chaque personne et qu'il y a aussi des moments de dur. Mais exactement. Enfin, c'est le petit exemple parfait, c'est que là, j'étais à Saint-Martin en voyage avec ma meilleure amie. Enfin, et par exemple, à un moment donné, il pleuvait. Bah, j'ai montré qu'il pleuvait. C'est ridicule. Mais c'est juste aussi pour montrer que, parce que sinon les gens vont se dire, oh là là, il a la chance si le soleil il fait tout le temps beau. Bah non, il y a des moments où il pleut. C'est ridicule ce que je donne comme exemple. Mais c'est des petits détails pour montrer que certains influenceurs vont pas vous montrer qu'il pleut, vont pas vous montrer qu'ils ont eu une chiasse foudroyante parce qu'ils ont mangé le plat du resto d'hier qui était avarié. Ils vont pas montrer tout ça. Et il se passe des trucs comme ça en voyage. Et moi, quand je voyais des voyages de certaines personnes, je me disais, oh là là, la chance, oh là là, un peu de jalousie, envieux. Mais non, 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 mais tout n'est pas rose. Et même dans la vie, voilà, il arrive des choses. Enfin, moi, je le raconte. Alors, des fois, je le raconte de manière drôle. Pour la pluie, je vais le raconter de manière drôle. Je raconte les aléas qui m'arrivent dans ma vie. Il faut faire très gaffe aux réseaux sociaux. Mais maintenant, j'ai cette vision-là. Je le vois. Je sais très bien. Je connais des personnes où ils sont passés pour des gens très, très heureux. Mais derrière, il y a un mal-être. Ils sont pas si heureux que ça. Donc, il faut pas. C'est vraiment. C'est juste une vitrine. Hein. Faut Oui, ouvrir la porte du magasin et aller voir ce qu'il y a dedans. Et c'est pas la même chose important que de la vie. montrer une image sans filtre et vraiment sans Ouais. phare de la vie, en fait, et au-delà des réseaux sociaux. Ne vous fiez pas qu'à la vitrine, qu'à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ça passe aussi pour toi par l'utilisation de mots appropriés quand tu parles de troubles psychiques. Dans pas mal de tes vidéos, tu dis clairement, tu parles de maladie mentale, d'agoraphobie. C'est important pour toi de ne pas tourner autour du pot, surtout quand on a, quand on est une personnalité publique suivie par autant de personnes. Oui, parce que ces mots sont importants. Parce que moi, pendant longtemps, je savais pas ce que j'avais. Je savais pas le mot qui me représentait. Donc, de dire agoraphobie, dire phobie sociale, dire crise d'angoisse, ben, je me dis, si une personne, elle se demande si elle trouve que son histoire ressemble à la mienne, moi, elle a juste à taper sur Internet, taper agoraphobie. Voilà. Au moins, elle n'a pas besoin de chercher 10 000 ans. Phobie sociale. Hop, comme ça, elle peut avoir des sujets là-dessus. Crise d'angoisse. Enfin, voilà. On ne tourne pas autour du pot. On dit le mot. Comme ça, au moins, ça peut aider pas mal de personnes. Parce que moi, j'allais sur Internet et je disais, avoir l'impression d'être dans un écran, comme dans une télé, et d'être spectateur. Alors, tu trouves rien sur Google. C'est hyper compliqué. Donc, au moins, là, je mets direct les bases. Ouais, et en parlant de transparence, est-ce que, toi, tu as été, déjà dénigrée ou harcelée, sur, le sujet de la santé mentale? Est-ce que des gens t'ont dit: «Bah, voilà, mais pourquoi tu te livres autant? C'est personnel, c'est intime», ou sur d'autres sujets? Enfin, tu disais tout à l'heure que tu avais une communauté plutôt, bienveillante. Est-ce que ça t'arrive de rencontrer, j'imagine, comme tous les influenceurs, des haters? C'est très rare les haters. Vraiment, les haters, c'est très rare et je le retiens pas. Une de mes évolutions depuis le début des réseaux sociaux, c'est que je m'en contrefous des commentaires négatifs. Mais quand je dis ça, c'est pas du tout pour. S'il y en a plein qui disent ça et qui s'énervent et qui en fait le pensent pas du tout. Il y avait des moments, il y avait 1 ou 2 ans où je me disais, oh, je m'en fous des commentaires, mais ça me vexait. Là, je m'en fous compris. On m'aime ou qu'on m'aime pas, c'est la même chose. C'est le même tarif. Donc, je suis très content pour les messages positifs, mais alors le négatif, je m'en fous. Donc, c'est très, très rare. Et sinon, non, j'ai pas été harcelée. On m'a pas dit, mais pourquoi tu parles de ça? Le seul truc, c'était, je sais, autour de moi, mon entourage, au début, ne comprenait pas les angoisses, donc c'était plutôt des questions. Mais pourquoi tu sors pas là? Des questions un peu insistantes, mais je les comprends, ils savaient pas. Donc maintenant qu'ils ont lu mon livre, ils comprennent. Mais sinon, j'ai dû avoir un message, je pense, il y a quelques temps, où on m'avait dit, parce que là, je voyage beaucoup en ce moment, maintenant que je vais mieux, je découvre le monde, je vais à droite et à gauche. Et on m'avait dit, ah ben, elles sont loin les crises d'angoisse, dis donc, hein. Là, c'est plus la même chose. J'ai rigolé. J'ai même pas répondu, hein, j'ai appelé la tête. J'ai rigolé, je me suis dit, ok, bon, c'est pas grave, moi je suis content, je peux voyager. Bon, bah la personne, je la laisse avec sa petite critique, c'est pas bien grave. Mais sinon, c'est très rare. Alors, tu parlais tout à l'heure d'un deuxième livre en cours. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être une exclue sur tes projets à court ou moyen terme? Ah ben mon livre, ouais, je suis en train d'écrire, c'est sur les hommes, hein, ce que je disais au début sur la peur de l'abandon, la dépendance affective, tout ça. J'avais envie de raconter parce que j'ai 2 thématiques. Ben, j'avais la thématique des crises d'angoisse, hein, qui, même si c'était pas censé être un livre. Et la deuxième, bon là, je sais que c'est un livre, hein, je vais pas me cacher, je suis pas en train d'écrire un journal intime, même si c'est comme un journal intime, comment je l'écris. Là, je sais que ça va être un livre, hein, c'est signé tout ça, mais ce sera sur les hommes parce que je pense que
Les crises d'angoisse, c'était tabou, mais le fait de ne jamais être tombé amoureux jusqu'à maintenant 29 ans bientôt, de ne pas avoir connu l'amour avec un grand A, je sais qu'aussi ça peut peut-être aider certaines personnes de parler de ce sujet-là parce qu'on n'entend pas beaucoup parler. Donc je me dis, ça me fait du bien. En même temps, la psy va pouvoir le lire, il va pouvoir me comprendre, et en même temps, peut-être que certaines personnes s'y retrouveront. Donc on reste un petit peu dans la même veine de psychologie suite à ton premier livre, finalement. Oui, exactement. Ouais, ouais. Est-ce que tu as d'autres projets, mis à part l'écriture de ce livre ? C'est des projets qui sont pas encore signés, donc je sais que j'aimerais faire sur la cause animale, donc il y a peut-être un projet de partir à l'étranger pour la cause animale, mais je peux pas en parler plus parce que ça se trouve ça va pas se faire, parce qu'il y avait un autre projet sur la cause animale qui a été annulé, donc bon, je préfère pas en parler, mais si ça sort, j'en parlerai, si jamais c'est signé tout ça, mais après je réfléchis encore, c'est aussi des projets, on va dire, plus personnels pour moi, de voyager, par exemple, je pars là au Brésil. C'était un de mes rêves de voir le carnaval de Rio, donc j'y vais. Un de mes rêves aussi de découvrir les baleines. C'est mon rêve ultime de voir les baleines, donc je pars au Canada en septembre, tout seul. Ce sera un voyage tout seul, donc c'est une grande première. Ça va être, je me dis c'est une nouvelle étape de faire des choses comme ça. Donc si j'ai des projets qui me viennent et que je me dis pourquoi pas et qui ont un but. Oui, sinon j'en refuse plein qui ont pour moi pas de but et pas de sens. J'ai pas envie de faire des t-shirts avec écrit mes phrases drôles. On va la proposer 1000 fois. Non, je trouve que ça n'a pas de but. Je trouve que ça n'apporte rien. Ouais. Donc on verra. Place maintenant aux questions signatures de ce podcast. Cassandre, à toi le micro. Quelle est la remarque qui te dérange le plus quand on parle de ton anxiété ? C'est pas une remarque, c'est minimiser la chose. C'est le truc genre, oh, mais c'est rien. Voilà, on va dire que c'est ça. Oh, mais c'est rien. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance souvent à dire que les problèmes physiques sont beaucoup plus importants que les problèmes. Mais c'est ça, c'est oh, mais c'est rien, mais tu vas pas mourir. Oui, c'est ça. Il y a pire dans la vie. Tu te prends trop la tête, tu te poses trop de questions. Exactement. Okay. Et toi, tu veux un petit peu briser les tabous par rapport à ça. La musique qui te rebooste en cas de coup de mou. En ce moment, c'est Summer Jam 2003 remix. Ok. Alors, je vais te lancer un petit défi maintenant. Tu as 1 minute top chrono pour m'influencer. Quelle est ta différence, ton atout majeur ? Ma différence, c'est mon atout majeur. Eh bien, oh non, mais c'est compliqué. Ah, c'est stressant, c'est nerveux. On lance le chrono, c'est parti. T'influencer... écoute, je pense être différent dans le sens où, on va dire un peu mon naturel sur les réseaux sociaux. J'essaye de montrer le bonheur, mais aussi des fois le malheur dans ma vie pour montrer aux gens, tu vois, que c'est pas que la joie de vivre. Viens me suivre, j'essaierai de te divertir au maximum avec mes conneries, à la fois sur YouTube, Instagram et Facebook. Et je suis très mauvais pour me vendre, hein. Oh là là, Seigneur, c'est n'importe quoi, c'est brouillon complet. Ça passe. Pour finir, est-ce que tu pourrais nous partager ton mantra, la phrase qui te fait avancer ? Toute chose a une raison. C'est la phrase pour moi importante en ce moment, c'est de me dire que toute chose a une raison et si une chose arrive, même si elle est négative, même si je pleure sur le moment, je me dis que c'est qu'il y avait un but et que derrière ça, il y a quelque chose de bon et de beau qui peut en sortir. Donc je rajouterai une phrase, je sais pas, peut-être qu'elle existe déjà, mais pour moi j'ai l'impression de l'avoir créée, mais ça se trouve quelqu'un l'a déjà créée et je l'ai entendu quelque part. C'est derrière les nuages se cache toujours le soleil. Voilà. Oui, je crois qu'elle existe. Ouais, elle existe. Alors j'ai dû l'entendre quelque part. Moi, pour moi, j'avais l'impression d'avoir créé. Mince. Merci James pour cette positive attitude et cet échange haut en couleur. Pour aller plus loin et comprendre un peu mieux ton parcours, il faut lire ce livre, 28 ans d'angoisse, une sorte de journal intime illustré et annoté. Et pour suivre tes aventures décalées au quotidien, rendez-vous sur ta page Instagram, TikTok et sur ta chaîne YouTube. Fou rire et bonne humeur garantie. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Il a été réalisé par Clotilde Costil et Cassandre Rogeret pour handicap.fr. On vous dit à la semaine prochaine pour un autre Influence-moi. En attendant, pour découvrir ou redécouvrir tous les autres épisodes, rendez-vous sur handicap.fr. À bientôt!